Cette vidéo fait partie de toute une série consacrée à Warhammer 40 000 V10. Pour moi, ça a été plus de 4 semaines de travail et j'espère que pour vous, c'est intéressant, amusant et divertissant. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas le guide. Faites un petit tour sur la page de Tipeee parce qu'avec la chaîne, eh bien, c'est ma seule source de revenus. Et en contrepartie, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, des vidéos exclusives, des vidéos en mode aussi podcast. L'autre façon de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de passer par les liens d'affiliation. Donc, vous en avez chez MyHobbyPlace, ça c'est le plus important. Et puis aussi chez Philibert et Amazon. Vous avez les liens en description, mettez-les en favoris, ça vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça me permet toujours de m'en sortir un petit peu mieux. Salut Intus, alors tout d'abord je profite pour vous dire un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de commentaires suite à la série Ark of Omen qui a été bien remplie. Et en fait, j'ai vraiment senti dans vos commentaires le côté chaleureux sur le voyage qu'on a pu faire ensemble dans l'univers du lore de Warhammer 40 000. Donc je tenais à vous remercier ici. Et puis j'espère qu'on va passer aussi un excellent voyage sur Léviathan. Alors, ce dont je vais vous parler, en fait, est issu du livre Léviathan. Donc, c'est pas le livre de base de Warhammer 40 000, même si dedans, vous avez les règles de Warhammer 40 000, étant donné que c'est une compile entre le livre de règles et le livre de campagne Crusade, qui, justement, s'occupe de toute la flotte russe Léviathan, qui est en train d'asservir un petit peu, eh bien, le Segmentum Pacificus. Voilà, Segmentum Pacificus. Alors, je vous remets une carte un petit peu de la galaxie pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, l'essentiel des flottes tyrannides venait de l'Est galactique. Et donc, bah voilà, Terra était assez épargnée parce qu'on était vraiment dans le Segmentum Solar. Le Segmentum Pacificus, s'il porte ce nom-là, c'est justement parce qu'il ne se passe pas grand-chose en général, étant donné qu'on est vraiment à l'extérieur de la galaxie. Mais les tyrannides, vous le savez, viennent d'une autre galaxie. Et là, justement, c'est ce qu'on va voir dans toute cette partie-là. Alors, tous ceux qui espèrent la suite de Ark of Omen juste présentement, maintenant dans ce livre, vous allez être complètement déçus, étant donné qu'il n'y a rien. On est passé à une autre histoire, donc j'imagine qu'à un moment donné, il y aura des suites, que ce soit par des romans ou d'autres suppléments de campagne, mais en tout cas, moi je faisais partie aussi des gens qui avaient envie qu'il se passe quelque chose, mais comme je vous l'avais dit, à la fin de Ark of Omen, je voyais vraiment pas comment on pourrait avoir le lien entre la fin d'Ark of Omen et le début de la V10, étant donné qu'il y avait les tyrannides. On savait qu'il y avait les tyrannides. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, pour l'instant, il n'y a que la boîte Léviathan, donc je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir d'autre dans le lore de Warhammer 40 000. On est vraiment dans les tout débuts. Je pense que ça va être assez riche. Je pense que s'ils ont pris la peine de développer autant Ark of Omen, avec autant d'histoires qui avancent, c'est pour continuer. Et je pense que ce que ça va prendre comme forme, c'est toute une série de campagnes. Je pense qu'on va être sur le même système qu'Ark of Omen. Je pense que ça a été malgré tout une réussite. Alors vous allez me dire, oui, les bouquins c'était compliqué, on ne les a pas retrouvés. Ça, ok, mais ça c'est de la logistique. Hein. On va pas s'en occuper. Je sais que c'est triste, je sais que c'est vraiment dommage, mais c'est de la logistique de... ça n'a rien à voir avec la démarche. La démarche, par contre, c'est de faire des livres de campagne, et dans ces livres de campagne, c'est là qu'on va faire avancer le lore. Donc j'imagine que les codex qui vont sortir, on va être encore sur le même système que les codex actuels, ceux de la V9, c'est-à-dire pas beaucoup d'avancées en termes de lore. C'est un petit peu faible. Par contre, bah justement, les suppléments de campagne, c'est là où on va avoir des informations. Alors, ils l'ont déjà fait plus ou moins avec, je ne vais même plus me rappeler, tellement ces livres n'étaient pas forcément très intéressants. Il y avait Nashmoon, il y avait d'autres trucs. Bon, peu importe. Je trouvais que c'était pas très bon. Avec Ark of Omen, ça a été géré quand même un peu mieux. Vraiment à l'image de Gathering Storm. Pour moi, je pense que on peut le mettre presque au même niveau sur les avancées, sur le côté positif en fait de ces livres. Il y a eu vraiment la série, justement, Ark of Omen et la série Gathering Storm, c'est pour moi les deux plus belles réussites et bah, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte. Et puis j'espère que justement, si eh bien, ils ont vu que ça marchait bien, alors bon, là vous allez me dire aussi, bah ouais, mais s'ils n'ont pas fait beaucoup de ventes, ils peuvent pas se rendre compte, je sais, mais on imagine quand même que c'est la voie qu'ils ont choisie, on imagine que tout a été raisonné et que maintenant on va se retrouver avec des bouquins comme ça de campagne. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce début de V10? Alors ce début de V10, tout d'abord, on va vous parler de l'Adeptus, vous parler de l'Adeptus Arbites, voilà, tout est en Adeptus. Donc l'Adeptus Arbites, c'est tout simplement, vous vous rappelez Judge Dredd, vous l'avez déjà vu, vous vous rappelez un petit peu, plus récemment ça a été remis au goût du jour justement avec les boîtes de Kill Team, parce qu'on a les boîtes de Kill Team, on a une force d'Adeptus Arbites. J'ai le sentiment que si on nous le resserre comme ça aussi un petit peu en avant, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, eh ben, va sortir peut-être un petit peu à l'image de ce qu'on a eu pour aussi le culte de Genestealer, avec une armée complète maintenant qui est disponible, avec des
des figurines. Je me demande si à un moment donné, on va pas avoir aussi de l'Adeptus Arbites. Ce serait assez logique, étant donné que toute la première partie est vraiment centrée dessus, et jusqu'à présent, dans tout le lore que j'ai lu, l'Adeptus Arbites était quand même cantonné plus ou moins à une zone. On les voyait pas sortir, on imaginait vraiment, on va dire, les flics qui étaient au coin de la rue, ils sortaient, etc. Mais ça allait pas beaucoup plus loin. Alors que là, ils ont vraiment un rôle prépondérant, et surtout, ils sont projetés en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ce côté de les projeter, ça nous met en avant le fait que c'est peut-être une armée qui va peut-être intervenir de plus en plus souvent. On avait vu ça en fait avec les chevaliers impériaux. Vous voyez, les chevaliers impériaux au début ils défendaient des mondes, maintenant ce sont des forces de frappe qui sont envoyées. Alors ils nous ont fait le coup aussi avec les custodes. Les custodes au début c'était les défenseurs du palais de l'empereur, ils sortaient jamais du palais de l'empereur. Maintenant, pour qu'on puisse les jouer, vous avez une force de custodes qui est jouable, et bien sûr ils partent aux quatre coins de la galaxie mener les guerres au nom de l'empereur toujours, et pour défendre le palais impérial. Ça va être le cas aussi dans cette histoire. Voilà, maintenant que j'ai fait mon pronostic sur l'Adeptus Arbites, mais en tout cas les figurines sont jolies, donc voilà, c'est assez tentant. Puis enfin tout le monde a en tête un petit peu, je l'espère, une petite bataille, un petit rapport de bataille entre l'Adeptus Arbites d'un côté qui materait une révolte du culte de Genii Stealer. Ça serait assez sexy. Alors, en tout cas, ici, maintenant sur l'histoire, on nous introduit le juge Hermann Kranz qui est à la tête d'une force. Alors cette force, elle est constituée de 4 vaisseaux. Alors ce sont des cuirassés, des croiseurs, pardon, de classe Punisher. Donc ça fera plaisir à nos amis qui aiment Battlefleet Gothic, parce que pareil qu'il y en a qui viennent toujours dans les commentaires. Hein. Donc voilà. Donc là encore, on a une force de 4 croiseurs. Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est que elle n'est pas constituée uniquement, bien sûr, d'Arbites. À l'intérieur, vous avez aussi d'autres forces. Bon, il n'y a pas de Space Marine, il n'y a rien d'autre. Et je pense qu'il n'y a même pas d'Astra Militarum. On est vraiment que sur la marine impériale, avec voilà, simplement des gens qui sont là pour faire fonctionner les vaisseaux, donc tout ce qui est combat spatial, et puis les forces d'Arbites. Alors, je sais pas combien il y a d'Arbites sur un vaisseau. Allez, on va dire au pire, ils sont 1000, enfin dans le pire des cas. Je pense même que c'est moins, on nous donne le sentiment que c'est même un petit peu moins. Alors pourquoi ce chiffre est important? C'est parce qu'il y a 4 croiseurs, et ces 4 croiseurs, si on imagine qu'on part, allez, on va dire sur 500, ça fait 2000 Arbites. Et on nous dit que 2000 Arbites, ils sont capables de redonner, en fait, de rétablir l'ordre dans un système impérial. Alors un système impérial, en général, il y a plusieurs planètes, parce qu'on n'est pas dans des systèmes où il y a juste une planète habitable. Souvent, vous avez des lunes qui ont été exploitées, des stations de recherche, etc. Souvent même, il y a plusieurs mondes qui ont été terraformés. Donc, on imagine plusieurs planètes, 2-3 planètes. Et ces 2-3 planètes, on imagine encore une fois une force de 2000 Arbites qui est capable de mater une rébellion ou ce genre de choses. Honnêtement, moi, j'y crois pas trop, mais ça a toujours été un peu la problématique en fait de Warhammer 40 000, c'est quand on réfléchit un petit peu. Moi, j'ai toujours été marqué depuis très longtemps par l'idée qu'un seul Space Marine pouvait, à lui seul, s'il en avait envie, conquérir une planète. Alors, vous me dites comment il fait, mais en fait, il y avait cette notion de, il était très fort, il rassemblait en fait une armée. Il y avait ce côté, il est suffisamment intelligent, suffisamment compétent martialement pour avoir et la stratégie et la force et le pouvoir de persuasion, l'intelligence pour conquérir une planète. Voilà. Alors, cette image, je pense que c'est pour mettre en exergue le Space Marine, mais malgré tout, vous voyez, là aussi, on a toujours ce côté-là qui, moi, me semble un petit peu surfait, en fait, où vous avez, voilà, vous vous dites, ok, on a 2000 Arbites, ils peuvent conquérir un système. On a une force de Space Marine, ça peut conquérir une galaxie. Et il y a toujours cette notion-là, alors que souvent, quand on vous dit, en fait, quand on vous décrit un combat, souvent vous avez une grenade, hop, 3 Space Marine qui meurent, vous avez un tank qui explose, il y en avait 5 à l'intérieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est quand même difficile d'imaginer qu'ils puissent conquérir ne serait-ce qu'une ville, un continent, une planète, des systèmes. Bon. Voilà, ça mais bon, je pense qu'on est toujours dans le côté littéraire, le côté expandable un peu, où on veut vous montrer que les gars sont là. Alors oui, j'y vais, je vous raconte l'histoire. Donc l'Arbites arrive, et en fait, ils vont sur le système d'Egran. Et c'est un système, alors pourquoi ils y vont? Pas parce qu'il y a eu des appels à l'aide, mais justement parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles, et surtout, la dîme n'a pas été payée. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est que souvent, on vous dit que, il y a beaucoup d'appels à l'aide, mais l'Imperium ne peut pas dégager des forces pour
pour eh bien, aller voir tous ces appels, parce que c'est juste impossible, c'est trop compliqué à gérer. Par contre, si la dîme impériale n'est pas payée, eh bien là voilà, on va envoyer l'Arbitesse, parce que quand même, là c'est sérieux, si les gars sont en train de se faire massacrer par un culte du chaos, par des xénos, etc., bon, bah voilà, c'est la vie, on n'y peut rien. Par contre, s'ils ne payent pas la dîme, alors là, attention, là on envoie l'Arbitesse. Donc c'est ce qui se passe, la dîme n'a pas été payée, donc la dîme impériale, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est tout simplement en fait un contingent humain, c'est-à-dire que la dîme ou la taxe, eh bien, qu'on doit payer à l'impérium, c'est en humain, on doit former en fait des régiments. Plus vous êtes un monde grand, qui est des ressources, plus vous avez un quota en fait de dîmes à payer, donc des humains à envoyer pour l'Astra Militarum, pour la guerre impériale. Donc là, ces dîmes n'étant pas payées, eh bien du coup, le juge Hermann Kranz, donc c'est au niveau des arbitesses, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Donc on nous dit que par exemple, même pour les arbitesses qui sont là, eh bien il évoque la peur. Donc c'est-à-dire que le juge arbitesse, c'est vraiment la plus haute image, un peu l'image d'un maître de chapitre, si on cherche à faire des parallèles, chez l'arbitesse. Donc il a déjà conquis 23 mondes, il l'a sur une petite bandoulière, on le sait, voilà, donc c'est pour dire que quand même, c'est pas le dernier des... Enfin, on sent où ça va aller, vous me voyez venir, mais on les voit venir aussi. Donc voilà, il est là, et puis, translation warp, ils vont sortir, donc le décompte à l'envers, 3, 2, 1, et là, cri assourdissant de l'astropathe, le navigateur, et en fait, ils sont devant eh bien, les Auspex, donc vous savez, c'est des sortes de radars, qui se chargent complètement de contact, et en fait, bon, ils pensent au début qu'il y a un problème, parce que bah, l'astropathe crie, évidemment, et puis les écrans ont l'air complètement saturés, il n'y a pas des points, mais en fait, il y a tellement de lumière que tout est coloré de contact, donc il dit « Ouvrez les déflecteurs, les protections pour jouer un petit peu ce qui se passe », et c'est là qu'il s'écrit « Par l'empereur », parce qu'en fait, il y a des milliers de vaisseaux tyrannides qui sont juste devant eux. Et là, même pour lui, c'est la panique. Et c'est ça qui est important, c'est que le juge Hermann, c'est vraiment la figure la plus impitoyable de l'arbitesse. Et même lui, c'est la panique qui le gagne, et en fait il se trouve paralysé en fait par la peur. Donc il voit que sur le pont c'est pareil, tout le monde commence à paniquer, tout le monde crie, et lui-même ne sait pas quoi faire, et en fait il se dit ok, on n'a aucune chance de gagner, c'est strictement impossible, on n'a même pas le temps de s'enfuir. La seule chose qui est importante, c'est de transmettre l'alarme et de transmettre le message à l'Imperium. Les tyrannides reviennent, les tyrannides sont là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de gagner un maximum de temps pour essayer de faire passer justement ce message astropathique. Alors bien sûr, les tyrannides, vous le savez sans doute, ils créent l'ombre dans le warp. L'ombre dans le warp, c'est à partir du moment où vous avez des tyrannides, eh bien vous avez une perturbation du warp. Alors cette perturbation, elle est plus ou moins localisée, et évidemment, si vous avez des milliers de bio-vaisseaux qui sont eux-mêmes grands comme des croiseurs qui est cuirassés, donc ça fait des entités qui sont de plusieurs kilomètres, ils sont remplis de créatures tyrannides, et bien si vous avez des milliers de bio-vaisseaux, évidemment vous avez une ombre dans le warp qui est colossale, à tel point que tout ce qui est warp va justement s'éteindre plus ou moins, et on va aller même jusqu'à imaginer que si vous avez la cicatrice Magnetum qui est pas loin, eh bien elle va refluer devant les tyrannides, parce que évidemment ça tire sa force du warp, et le warp en fait n'est pas plus fort en fait que les tyrannides. Les tyrannides sont plus forts que le warp tout simplement, donc s'ils sont assez nombreux, eh bien ils font refluer en fait ces courants-là. Et comme le warp est justement essentiel pour et la navigation et la transmission de l'information dans l'Imperium, eh bien ça va paralyser la machine impériale. Donc la situation est désespérée, malgré tout, en bonne arbitesse, eh bien, il y a quand même des coups de fusil à pompe qui partent pour ceux qui paniquent un petit peu trop. On est en arbitesse jusqu'au bout. Et puis, eh bien voilà, vous avez les croiseurs qui se font détruire au fur et à mesure. Et puis, voilà, le juge Hermann reçoit un message, l'astropathe a explosé, mais il a réussi, a priori, on n'en est pas certain, mais à envoyer un message astropathique. Donc mission plus ou moins accomplie. Et c'est là que eh bien, Hermann sait qu'il n'y a aucune chance de causer des dommages significatifs, il n'y a aucune chance de s'enfuir. Donc, il ne reste qu'une chose à faire, recommander son lame à l'empereur, faire un petit discours et puis déclencher ce qu'ils appellent l'auto-martyr. L'auto-martyr, c'est tout simplement l'autodestruction du vaisseau, en espérant eh bien, que leur sacrifice n'a pas été vain et que le message va arriver jusqu'à Terra et qu'ils vont emporter quand même quelques tyrannides avec eux. Voilà. Alors ce message, est-ce qu'il a été reçu? A priori oui, mais peu importe. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'Imperium. L'Imperium, c'est une machine bureaucratique, apocalyptique,
inimaginable. Et en fait, eh bien, il y a des tas de signaux qui arrivent continuellement à chaque instant. Et en fait, ces signaux, ils sont simplement perdus parce qu'un scribe va noter. Ok, on a reçu un message astropathique de tel secteur, attaque tyrannide. Ok, c'est noté. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas traité en fait, parce que c'est impossible de traiter autant d'informations, parce qu'il faut bien avoir en tête que l'Imperium, c'est immense, c'est incroyablement immense, c'est à l'échelle de la galaxie, et que, et ben voilà, un système, une planète, qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une galaxie avec des milliards de systèmes? C'est peanuts. Donc, c'est pas géré directement, ou peu importe, mais en tout cas, l'information, ce sacrifice n'a pas causé grand-chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan bureaucratique, et puis, malgré tout, en fait, il y a quand même des informations qui vont commencer à se recouper. Donc, on a, eh bien, venant de l'ouest, en fait, donc tout sur le côté Segmentum Pacificus, eh bien, tout ce qui est relais astropathique, satellite d'observation, eh bien, tous vont cesser d'émettre au fur et à mesure. Alors, on va les noter, ça va être des dizaines, des centaines, mais ces informations, encore une fois, eh bien, elles sont pas assez suffisantes, pas assez colossales pour qu'on s'en occupe. Et en fait, tous ceux qui sont chargés, eh bien, de veiller là-dessus, ils sont déjà occupés avec beaucoup de choses. Ils sont occupés parce qu'il y a une vague warp, une WAG, j'ai y arrivé, une WAG qui est en train d'attaquer un système. Donc, bien sûr, on va s'occuper en priorité de ça, s'occuper qu'un satellite a cessé d'émettre ou qu'un relais astropathique n'émet plus. Honnêtement, quand il y a une WAG orc, eh bien, il y a vraiment dans le sens des priorités. À côté de ça, il y a aussi en fait l'évolution en fait de la cicatrice malédictum qui évolue. Et puis là, on a, alors comment elle s'appelle, la Firewarp Gog-Magor qui elle seule en fait a englouti 12 systèmes impériaux. Et vous voyez, quand il y a 12 systèmes impériaux qui sont perdus, s'occuper encore une fois d'une balise ou de signaux de détresse, on a vraiment autre chose à faire. Mais malgré tout, il y a un événement qui va changer un petit peu les choses et je vais vous le lire parce que c'est assez sympathique. Donc la moitié du commandement du secteur Morpheum fut tuée lorsque le haut astropathe Gideos reçut un flot d'appels de détresse astropathiques différés qui surchargea son esprit. Chargés de terreur et de douleur, les missives visions se matérialisèrent sous la forme d'une masse grouillante de tentacules, de cerfs et de visages hurlants, surgissant de Gideot, comme une phalène de son cocon. L'apparition massacra l'assemblée dignitaire et le personnel du Mythorum avant d'être banni. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est... alors, autant avec le warp qui vient s'insinuer, une matérialisation du chaos, ok, mais en fait, sur une surcharge simplement d'émotions, j'avais jamais lu en fait ce phénomène, donc j'avais jamais lu que, eh bien, un astropathe puisse faire apparaître en fait ses visions et que toutes les émotions qui viennent en fait sont... enfin, le surchargent et font apparaître justement quelque chose qui n'est pas... alors qui n'est pas démoniaque, mais qui est quand même... Alors c'est vrai que la question est assez intéressante. Là, si on va chercher un petit peu, je me dis, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que du coup, ça passe par le warp, donc c'est une matérialisation du warp, mais est-ce que ça vient du démon ou du chaos? Non, pas forcément. Et en fait, on sait que le warp, c'est là aussi où vous avez Gork et Mork, qui n'ont pas de rapport avec les démons en tant que tels, avec le chaos, mais qui viennent de là. On a aussi, eh bien, chez les Eldar, aussi Enid, le dieu Enid qui a été formé. On a aussi, si vous avez suivi cette vidéo, et là je vous remets le lien vers cette vidéo-là, vous avez un dieu des taux, un dieu qui a été créé par les taux, qui est dans le warp, qui lui-même n'a pas de lien avec le chaos. Et là, on a justement aussi les tyrannides. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et ça rejoint justement cette vidéo sur la création d'un dieu taux par les humains, donc si ça vous intéresse, vraiment c'est intéressant, vous avez le lien. Et bien là, on a la même chose en fait pour les tyrannides, c'est-à-dire qu'on n'a pas la création d'un dieu, mais en tout cas, on a la surcharge émotionnelle des humains qui crée la matérialisation de quelque chose, d'une entité tyrannide qui n'est... Alors voilà, elle est sans doute pas tyrannide, mais en tout cas, c'est l'incarnation des peurs des humains. Voilà. Bon. Donc, toujours est-il que, eh bien là, par contre, ça fait réagir un petit peu les gens parce que on se dit, ah oui, ok, donc là, il y a vraiment quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, il y a un moment donné où il y a tellement de disparitions qu'on sent vraiment qu'il y a cette ombre à l'ouest qui se répand et au fur et à mesure qui avance vers l'Imperium. Donc là, eh bien, des forces qui sont mises en branle. Et au sein de ces forces-là, là, on va parler en fait des Custodes. Alors, les Adeptus Custodes, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est pareil, je refais de la pub, hop, vous allez voir ma vidéo lore qui explique un petit peu qui ils sont. Et en fait, quelque chose qui est assez intéressant, ce sont les yeux de l'empereur. Les yeux de l'empereur, ce sont des Custodes qui se sentent un petit peu vieux et qui ont leur réflexe un petit peu émoussé. Donc, on imagine quand même que c'est l'équivalent d'un maître de chapitre qui se dirait « Ah, tiens, j'ai un petit peu mal au doigt, là. Bon, ok, j'arrête, je suis plus parfait. » Et en fait, du coup, il faut remplir un nouveau rôle. Et ce rôle, c'est d'être un veilleur. Donc,
ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont une autonomie assez forte, en fait. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que soit ils vont rester sur Terra, cachés, espionnés, soit ils vont partir un petit peu loin. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. L'important, c'est de rester un veilleur et de rester les yeux de l'empereur. Et en fait, il y a un moment donné, justement, où eh bien, certains voient ce qui se passe, ils voient qu'il y a les tyrannides qui approchent. Et donc, c'est pareil, un petit passage que je vais vous lire. Une frégate de la marine impériale, baptisée Pignon, entra dans l'espace orbital de Terra. Ignorant les voies spatiales établies, elle cingla vers le spatioport de la Porte du Lion et reçut des sommations de dizaines de plateformes de défense orbitale et de vaisseaux de combat. Alors déjà, c'est bien qu'elle ne soit pas déjà détruite quoi qu'il arrive. J'imagine qu'une frégate qui fonce comme ça vers la Porte du Lion, c'est étonnant qu'elle ne soit pas détruite tout de suite. Mais bon, voilà. Les gars envoient donc en réponse, le Pignon diffusa des codes d'identification aux habilitations si élevées que tous ceux qui en prirent connaissance furent lobotomisés et réaffectés en tant que serviteurs pour éviter toute fuite. La résistance à l'approche du Pignon disparut subitement. Un corridor d'urgence fut dégagé dans l'inextricable trafic orbital par des contrôleurs de défense qui armèrent leurs batteries navales pour annoncer ce qu'encourait quiconque gênerait le Pignon. Et en fait, de cette frégate, une simple frégate, eh bien, débarquent 3 yeux de l'empereur. Et ces yeux de l'empereur, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est parler à Trajan Valoris. Trajan Valoris, au seigneur de Terra, qui lui-même en fait les attend, les réceptionne et puis les débriefe. Et en fait, ils font simplement que confirmer ce que Trajan Valoris savait déjà. C'est normal, hein, et lui aussi, il a son propre réseau d'informateurs, il est en lien avec l'Inquisition, avec un petit peu tout le monde, et bien malheureusement, ça confirme en fait ses craintes les pires. Parce que il avait bien sûr eu quelques échos, mais là, ce que disent les yeux de l'empereur, ça confirme malheureusement de la pire façon ce qu'il craignait, à savoir qu'il y a vraiment une vrille flotte, enfin plusieurs vrilles flottes même, et qu'elle s'approche inexorablement du segmentum solar. Et ça, vraiment, bah voilà, évidemment, ça va l'inquiéter plus qu'il n'en faut. Donc, comment va-t-il réagir? Tout simplement, il va convoquer tous les hauts seigneurs de Terra, lui-même étant un haut seigneur de Terra, et il a un poids assez colossal, parce que c'est un veilleur de l'empereur, hein, c'est un des custodes, donc forcément, sa voix compte un petit peu, et il va essayer de les convaincre de réagir à cette force, de faire bouger les rouages de l'Imperium. Alors, au début, eh bien, en fait, on voit un petit peu tout ce qui peut se passer, ce qu'on peut imaginer dans une assemblée politique de hauts seigneurs. Pourtant, on se rappelle que Guilliman a fait le ménage, hein. Quand Guilliman est arrivé avec les hauts seigneurs de Terra, il a déjà fait un ménage. Donc le fait qu'il nous en reparle là, je trouve à la limite, alors c'est pour bien montrer que oui, les hauts seigneurs de Terra, les hauts dirigeants, c'est de la politique, etc. Mais honnêtement, je trouve que ça manque de finesse, étant donné que Guilliman est déjà passé par là. Alors, bien sûr, maintenant, on n'a plus de notion de temps dans Warhammer 40 000. Ça, c'est un petit peu là aussi où nous, on se fait manipuler hein, par Games Workshop, hein, voilà, parce que là, on sent que Games Workshop veut dire, oui, regardez, vous voyez la politique, ils sont tous corrompus. Enfin, j'exagère, mais vous voyez, ce passage-là, il est fait pour montrer ça en fait. Et moi je me rappelle que Guilliman il a déjà fait le ménage. Donc voilà. Bon après, encore une fois, on peut pas se rendre compte du temps qui est passé entre le moment où Guilliman est revenu et qu'il a été nommé seigneur régent et le moment où justement ces flottes arrivent et que, enfin ces flottes ruches arrivent et que Trajan essaie de convaincre en fait les membres du Haut Conseil. Enfin bon, toujours est-il que il y a des Hauts Conseils qui sont là, ils sont oui, mais Guilliman il nous a déjà demandé beaucoup d'efforts. Moi j'ai déjà envoyé beaucoup de mes crédits impériaux qui sont partis pour armer justement des vaisseaux, etc. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que vous n'avez pas tendance un peu à vous inquiéter un petit peu? Bon, et là, ce qui est aussi amusant, c'est qu'on nous dit que Trajan Valoris, il essaie de séduire en fait les hauts seigneurs. Donc, il n'a pas suffisamment de pouvoir pour imposer sa volonté, mais il est obligé d'utiliser de subterfuges, donc séduction, un petit peu manipulation. Donc, alors par contre, ce côté-là, il est assez sympathique parce que ça évite de dire je suis le seigneur, enfin je suis au seigneur de Terra, je suis Trajan Valoris, je parle avec l'empereur, donc j'ai dit qu'il fallait faire ça, on le fait. Là on sent quand même que les hauts seigneurs ont quand même aussi un poids, et là par contre c'est assez cohérent. Donc voilà, c'est un petit peu ambivalent, d'un côté c'est plaisant, d'un autre côté c'est un petit peu moins, voilà je vous l'ai expliqué. En tout cas, toujours est-il qu'il finit bien sûr, grand orateur, à convaincre de cette menace-là, et ce qui va mener à la création de grandes flottes qui vont lutter justement pour ces flottes ruches. Alors après, l'Imperium,
c'est très vaste. L'Imperium est allié aussi de l'Adeptus Mechanicus, enfin vous avez les sorts de bataille, vous avez les chevaliers impériaux, enfin il y a beaucoup de forces en fait, les Space Marines, évidemment, hein, les Space Marines. Et en fait, il va y avoir plusieurs types de réactions. La première réaction, justement, c'est rassembler la marine impériale, la marine impériale, et donc les régiments impériaux, l'Astra Militarum, mais ça c'est très long, très coûteux et puis très laborieux. Mais c'est une force qui va être colossale. Malheureusement, en fait, eh bien, on a besoin d'une réponse rapide parce que les tyrannides, eux, ils continuent à avancer. Et c'est pour ça qu'on va avoir la création de ce qu'on appelle les lames de sol. Alors les lames de sol, c'est tout simplement des groupes indépendants, autonomes, qui s'autogèrent du coup, et qui sont constitués de différentes choses. Donc on va avoir des lames de sol qui viennent de chapitres Space Marine. Donc une lame de sol, là en termes d'effectifs, alors c'est très faible, hein, parce qu'on nous dit que c'est autour d'un groupe de frégates. Donc un groupe de frégates, c'est quoi? C'est 4-5 frégates, plus quelques navires de soutien, d'accord, ou d'un croiseur, avec quelques navires à côté, j'imagine, de soutien aussi, mais on est loin, loin, loin de ce que pouvaient être, bien sûr, les forces des croisades Indomitis, et c'est le but, hein, c'est d'avoir des petites forces de frappe rapides, mais on est, encore une fois, sur un effectif, moi j'imagine vraiment ça comme, limite, votre partie de Battlefield Gothic. Donc, voilà, 5 vaisseaux, 6 vaisseaux, une dizaine de vaisseaux à tout casser, avec à l'intérieur différentes forces, et puis, le but, c'est d'aller porter le combat aux tyrannides, parce que, évidemment, si on s'assoit simplement et qu'on attend qu'ils arrivent, ils vont se renforcer au fur et à mesure. Vous savez, les tyrannides, plus ils gagnent, plus c'est un effet boule de neige, parce qu'ils vont conquérir un monde, alors ils vont être très affaiblis. Par contre, après, toute la biomasse, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, si on imagine que vous avez plein de bestioles tyrannides, il y a 1000 unités de bestioles tyrannides, 1000 milliards, hein, et elles sont détruites, mais si elles gagnent quand même, eh bien en fait, elles sont réassimilées. Et en fait, cette biomasse, donc vraiment les cellules, tout ce qui est organique, est réassimilé, recyclé sans perte, et pour recréer en fait une force d'invasion. Donc si vous avez par exemple 1000 unités tyrannides qui affrontent, je sais pas, 500 unités orques, eh bien les tyrannides gagnent, et au final, après, 1000 plus 500, ça vous fait 1500 unités de biomasse tyrannide, voilà. et c'est ça qui est très dangereux. Donc ces lames de sol, elles sont là pour profiter de leur réactivité très rapide, pour aller porter le combat, et puis on imagine gratouiller comme ça un petit peu, et puis apporter le raid. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour refaire le point sur l'invasion tyrannide, eh bien, ça change de d'habitude, et puis c'est assez logique, hein. Là, ça va vraiment répondre à tous ceux qui se sont dit, mais pourquoi dans tout ce qui est jeux vidéo, narration, etc., l'espace est toujours en 2D? On a toujours l'impression qu'il y a une ligne de vaisseaux spatiaux qui défend une ligne de vaisseaux spatiaux, et que les gars, ils sont là. Et vous dites, mais non, mais attends, c'est une sphère, tu peux prendre ça en mâchoire, en étau, et c'est exactement ce qui va se passer avec les flottes ruches qui arrivent. Alors ces flottes ruches, alors elles sont de Léviathan. Alors je ne sais pas ce qui fait qu'on peut vraiment les identifier comme venant de Léviathan. Est-ce qu'il y a eu des études et qui se sont dit ok, c'est la même souche génétique, ou alors c'est le même code couleur, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne sait pas expliquer, mais on nous dit c'est des sous-vrilles de la flotte ruche Léviathan. Et en fait, ils viennent en mâchoire prendre la galaxie. Donc vous avez le plan galactique, et en fait vous avez donc ces deux flottes ruches, enfin ces deux vrilles. Donc là, celle qui vient sur le dessus, alors c'est pareil, qu'est-ce que c'est le dessus? Bon, on imagine le dessus. Vous avez Nautilon, et celle qui vient en dessous, Prométheur. Et en fait, ces deux mâchoires, c'est vraiment l'image, hein, c'est la flotte ruche tyrannide qui prend en mâchoire en fait la galaxie, et dès qu'elle arrive dans le plan galactique, là, elle se dirige vers le segmentum solar. Et oui, et c'est ça qui est assez notable, et c'est ce qui fait réagir justement les Hauts-Seigneurs de Terra, c'est que certes, il y a une invasion tyrannide, mais en fait, ça vient du secteur Pacificus, et ça se dirige vers le segmentum solar. Et donc, bien sûr, c'est là qu'on va réagir. Et alors, ces flottes, eh ben, voilà, bien sûr, elles sont très nombreuses, elles continuent à avancer, mais il va y avoir des choses qui sont assez intéressantes, et je vais vous détailler un petit peu aussi là tout ça. Alors bien sûr, les lames de sol, ça va être personnifié, ça veut dire que vous avez souvent un personnage qui les dirige. Donc, je vais vous lire un petit texte qui est sympa. Donc, ils sont d'abord venus par l'Est, et Ultramar les a arrêtés. Maintenant, ils arrivent par l'Ouest. On nous dit que c'est mauvais signe. Pas pour moi. Ultramar leur a appris la peur, alors il tente de nous éviter. Qu'ils sachent une chose, où qu'ils aillent, nous les suivrons. Donc c'est le premier capitaine Hageman des Ultramarines. Donc vous avez comme ça quelques personnages qui sont sympathiques. Alors celle-ci j'aime bien parce que il réussit à retourner les choses. En fait, c'est attention, ils viennent de l'autre côté. Mais non, c'est normal s'ils ont peur d'Ultramar. En même temps, je trouve que ça caractérise bien le tempérament qu'on peut avoir aussi sur les Ultramarines. Et petite parenthèse, c'est vrai que c'est assez plaisant parce que les Ultramarines,
ultramarine. Depuis pas mal de temps quand même, on avait le côté un petit peu vanilla, hein. Là maintenant, je pense que ça tend à disparaître. C'est pareil, si vous avez lu si vous avez vu ma vidéo Marnus, Calgar doit mourir, vous savez que ça a un peu plus de caractère. Et là, voilà, on a cette flotte-là. Alors, j'ai noté, qu'est-ce qu'on a d'autre comme lames de sol qui sont assez importantes? On a celle de Kavian Shrike, donc qui est le maître de chapitre de la Ravengard. On a aussi, alors, je ne connais pas, mais peut-être vous allez me dire, l'illustre épistolier Drac des Necropolis Hawk. Alors, il est tellement mis en avant, après ils mettent quand même l'illustre devant. Donc en fait, souvent, quand, vous voyez, si on parle par exemple de Trajan Valoris, on va pas dire l'illustre Trajan Valoris, on va dire Trajan Valoris, ça suffit à lui-même. On va pas dire l'illustre au gros bout de Guilliman, parce que ça se suffit à lui-même. Mais là, du coup, alors je sais pas si c'est un personnage qui est déjà apparu dans un roman de la Black Library, ou si il est déjà apparu quelque part, dans un White Dwarf perdu, ou ce genre de choses. Mais si vous avez l'information, je veux bien l'avoir, parce que moi, pour il ne me parle pas, mais en tout cas, c'est l'illustre, et on va en entendre parler aussi un petit peu. Donc peut-être que c'est un nouveau personnage, peut-être qu'on va avoir une sortie de cette figurine-là, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'estime qu'à chaque fois, le lore, c'est une base pour les sorties de figurines, pour le jeu derrière, c'est le support essentiel, et ça me paraît assez cohérent, justement, que tout ce qu'on trouve là, vous voyez, encore une fois, je remets une couche, mais si on parle de Battlefleet Boutique, je pense que le jeu va ressortir un jour. Si on nous parle aussi de l'Arbitesse, parce que peut-être l'Arbitesse, on va l'engager un peu plus loin. Bon, alors après, étant donné qu'il y a justement une force qui est sortie dans une boîte de Kill Team, c'est assez facile de se dire que oui, peut-être, c'est comme les sorts du silence, peut-être qu'on ira un peu plus loin, même si les sorts du silence, j'ai un peu moins de... Enfin, un peu plus de doute, mais sur l'Arbitesse, je mettrais bien une pièce dessus. Alors, c'est pas pour demain, hein, c'est peut-être pour dans 3-4 ans, mais pourquoi pas dans cette version-là, une force d'Arbitesse. Donc ensuite, eh bien, on a aussi Mars. Donc Mars qui a envoyé une vingtaine de lames, donc avec la maison Taranis. Hein, maison Taranis, c'est les chevaliers impériaux, donc chevaliers impériaux, mais qui sont plus tributaires en fait de l'Adeptus Mechanicus. Hein, vous savez, les chevaliers impériaux, ils sont soit plutôt orientés impérialistes, donc Terrine par exemple, soit plutôt inféodés au Mechanicus, et par exemple la maison Taranis. On a aussi bien sûr tous les couvents, et on a le couvent Prioris, qui est le couvent sur Terra, qui monopolise en fait des chamoinesses, des hautes sœurs supérieures, pour guider en fait tout un tas de lames. On a aussi dans les custodes, Trajan Valoris, et puis d'autres formes d'autres lames de sol. Donc voilà, vous avez ces lames de sol qui sont très rapides, assez efficaces, avec des effectifs très spécialisés et très efficaces. Hein. On imagine qu'une sœur de bataille, ça vaut plusieurs guerriers de l'Astra Militarum. On imagine qu'un Space Marine, ça vaut plusieurs sœurs de bataille, à vous d'en débattre en commentaire. Et on imagine surtout qu'un Custodes, ça vaut aussi plusieurs chapitres. Plusieurs Space Marine en tout cas. Donc voilà, vous avez ces lames de sol, et après ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi d'autres personnages. Alors dans les autres personnages, vous me dites, quelqu'un qui a été justement introduit il y a peu, c'est le Seigneur Solar Leontus. J'ai réussi à pas dire Macarius parce qu'on avait tellement l'habitude, mais le Seigneur Solar Leontus, qui est justement le gérant en fait de toute la force de l'Astra Militarum sur le Segmentum Solar. Donc c'est le grand général qui défend le Segmentum Solar. Et bien sûr, on vient un petit peu l'embêter chez lui. Alors du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu de lore aussi sur lui. Donc on sait qu'en fait, il a été assez marqué, qu'il est, bon, alors bien sûr, je vous passe le pédigré, mais vous avez devant vous le plus intelligent, le plus incroyable stratège, le plus fervent défenseur de l'humanité, et j'en passais des meilleurs. Mais malgré tout, il y a une petite ombre quand même à son tableau, c'est qu'il n'était pas là à l'ouverture de la Cicatrice Maledictum, et qu'il y a toute une série de démons de cornes qui sont venus attaquer directement Terra, et qu'il s'en tient en fait responsable. Donc, se tenant responsable de ça, il compte bien en fait montrer qui c'est le patron, et montrer qu'il a mérité son titre de Seigneur Solar Leontus, et lui-même en fait va diriger une force. Alors, pendant qu'on a tout plein de petites lames de sol qui sont en train d'attaquer les vrais tyrannides, ça prend du temps forcément, et Leontus, lui, il va partir avec la première vague de l'Astra Militarum. Et cette première vague, elle est colossale, parce que bien sûr, vous avez toute la marine impériale, donc on peut imaginer. Alors il n'y a pas de nombre, hein, pour ceux qui aiment bien le nombre, il n'y a pas de nombre, je ne peux pas le quantifier, mais en tout cas, elle est colossale parce que vous avez Leontus justement qui part avec, et vous avez aussi le Phalanx. Le Phalanx, c'est la forteresse des Imperial Fist qui est là pour défendre Terra. C'est la base, c'est le monde chapitral des Imperial Fist qui est basé sur Terra, et même cette forteresse, elle est envoyée, alors c'est la deuxième fois qu'elle est envoyée, elle a été envoyée il y a pas très longtemps, à l'époque de la croisade
enfin de la troisième croisade noire d'Abaddon, on l'avait envoyée quand même, mais là, elle retourne au combat, donc j'espère qu'ils ont eu le temps de mettre des petites rustines et de la réparer, mais elle est renvoyée avec Leontus pour eh bien, sécuriser ce qu'on va appeler des mondes d'ancrage. Les mondes d'ancrage, en fait, ce qui se passe, c'est que l'opinion publique, on va dire, si ça peut exister à l'échelle de l'Imperium, c'est que eh bien, des forces ont été envoyées, qu'il y a des tyrannides qui viennent, etc. Et en fait, publiquement, ou en tout cas devant certains hauts seigneurs ou petits seigneurs, eh bien, Leontus est assez positif et optimiste. Il dit oui, il y a un rôle qui est joué par les lames de sol, et ce rôle est très prépondérant, et on a de bonnes chances de gagner. Par contre, en coulisses, eh bien, il pense que c'est plutôt mal barré, et que du coup, il faut un plan B. Et que le plan B, c'est créer justement ce qu'on va appeler les mondes d'ancrage. Des mondes d'ancrage, c'est des zones très militairement denses, mais qui sont dénuées de beaucoup de population. Et en fait, l'intérêt, c'est de faire des points un petit peu de sauvegarde pour les lames de sol, pour qu'elles viennent justement se ravitailler, qu'elles reviennent justement s'approvisionner. Et l'intérêt, c'est que comme il y a peu de population, eh bien, c'est pas très intéressant pour les tyrannides. Donc, il y a peu de chances qu'elles soient attaquées par justement les tyrannides. Voilà. Bon, pour terminer, je vais vous faire quelques petits points de référence sur les actions des lames de sol. Alors déjà, chose capitale, c'est que maintenant, on nomme ça la 4e guerre tyrannide. Donc ça veut dire qu'on a pris pleinement conscience de l'importance que ça a, et donc on se retrouve avec la 4e guerre tyrannide. Ça, c'était quand même à noter. Alors, on a une des premières avec les Imperial Fist, et simplement une lame de sol réussit à renverser le cours d'une bataille dans un système. Donc vous avez un système lambda, je vous passe, mais simplement, ben voilà, l'intervention d'une lame de sol, ça peut changer les choses. Donc ça, c'était la première chose, hein. Je vous le fais dans l'ordre chronologique, mais vous verrez que c'est assez intéressant dans lequel c'est fait. Bon, c'est cousu de fil blanc, mais voilà, vous verrez que c'est intéressant. Donc on vous montre, si vous en doutiez, qu'une seule lame de sol peut changer les choses. Voilà. Ensuite, on a une deuxième lame de sol qui est constituée d'éléments du Mechanicum qui arrive sur une planète. Par contre là, bah, évidemment, les tyrannides, c'est trop compliqué. Donc la seule chose à faire, c'est d'évacuer tous les trésors technologiques, les schémas de construction standardisés, etc. et les reliques artefacts. Donc voilà, c'est difficile, les tyrannides, c'est compliqué. Hein. Donc la lame de sol, eh bien, elle récupère les artefacts. Ensuite, vous avez Drac. Drac, vous savez, on en a entendu parler, qui découvre un monde qui est infesté de tyrannides à tel point qu'il est recouvert d'une membrane. Donc c'est une planète énorme qui est recouvert d'une membrane tyrannide, et en fait il réussit à détecter qu'à l'intérieur vous avez plein de xénoformes mais qui ne sont pas tyrannides, et que vous avez en fait plein de tours capillaires. Vous savez, c'est des sortes d'ascenseurs orbitaux, c'est un ascenseur orbital tyrannide qui permettent en fait aux vaisseaux et aux flottes qui sont en orbite de se ravitailler. Donc les tyrannides ont créé une station-service, ou en tout cas un point de ravitaillement. Donc Drake va pas réussir tout seul à attaquer ce point de ravitaillement quand même. On imagine qu'on va en entendre parler à nouveau, mais en tout cas, il s'en va rapatrier en fait d'autres lames de sol et essayer de retourner et puis d'attaquer en fait ce point crucial pour les tyrannides, on l'imagine. Alors ensuite, on a aussi les autres factions. Vous vous dites, mais que font les autres factions, hein? Donc les autres factions, on a les Eldari qui interviennent. Donc on a le vaisseau monde Ultwe et Yggdrasil qui viennent prêter main forte aux forces impériales pour lutter contre les tyrannides. Mais les lames de sol étant principalement xénophobes, tout simplement, elles vont ouvrir le feu aussi bien sur les Eldari que sur les tyrannides. Et on se retrouve avec une alliance qui ne se crée même pas, en fait, et un conflit tripartite. Voilà, ça passe mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des informations sur les Drukhari. Donc on sait que les Drukhari, eux, en fait, ils viennent pour faire quelques raids. Pourquoi? Pour capturer des tyrannides. Pourquoi capturer des tyrannides? Mais oui, pour les arènes de Comorat, en fait, parce que c'est des créatures très intéressantes pour faire des spectacles. Donc voilà, ils viennent comme ça piquer 2-3 tyrannides, pas beaucoup plus. Hein. Alors ensuite, on va vous parler de la Ravengard, justement, avec Shrike, et des Catachans. Et eux, en fait, ils ont une autre technique. Leur technique, c'est comme ils savent bien qu'ils ne peuvent pas retourner la bataille, en fait, ils vont former les groupes qu'ils vont trouver, en fait. Donc, ils vont aller un petit peu comme Guilliman faisait avec la croisade Indomitus, qui avait, en fait, avec les porte-flambeaux, c'était en fait des flottes qui sont là juste pour apporter, en fait, de la technologie, des informations. Là, c'est la même chose. Ces flottes-là, elles vont venir et puis, laisser quelques spécialistes qui vont être là pour former les combattants à des combats de harcèlement, à des combats dans la jungle de Catachans. C'est que les Catachans, ils sont très forts, donc ils peuvent former comme ça et transmettre les informations. Et on nous dit que c'est quand même assez important parce qu'on enregistre 23% de succès. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr quelques lames de sol qui sont complètement éradiquées, donc histoire de dire que oui, il n'y a pas que des succès. Voilà. Ensuite, on a alors un inquisiteur qui arrive avec 12 400 fils de Tempestus et qui va faire fusionner le noyau de
d'une planète. Alors on imagine que c'est un noyau contrôlé, parce que sinon c'est déjà plus ou moins... Alors est-ce que c'est en fusion? Non, non, c'est pas en fusion. Mais voilà, en tout cas il fait fusionner le noyau de la planète, ce qui va détruire eh bien 47% de la flotte russe. Voilà, c'est une façon de faire hein, de l'Inquisiteur. Alors il revient qu'avec que 216 actions. Ça a coûté un petit peu, mais bon. Ensuite, vous avez des planètes sur lesquelles vous avez les xénocultes, et oui, qui viennent d'apparaître, parce que forcément, en fait, l'invasion tyrannide, elle va provoquer eh bien, le réveil, en fait, des xénocultes, donc c'est-à-dire le culte de Genestealer, qui voit que le moment de l'apothéose arrive, que le moment tant attendu des sauveurs galactiques, parce que les sauveurs, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, alors très rapidement, le culte Stealer, en fait, il pense qu'il y a une entité galactique qui va venir les sauver, et c'est la flotte tyrannide. Donc la réalité, c'est qu'ils vont se faire manger, hein, tout simplement, mais en tout cas, là, ils pensent qu'ils vont se faire sauver. Et vous avez aussi d'autres cultes, donc vous avez les cultes de sang, typiquement un féodé à cornes, et bien les deux se révèlent et vous avez des planètes sur lesquelles vous avez les xénocultes qui sont avec les cultes du sang et puis qui se battent eux-mêmes. Donc ces planètes-là, évidemment, quand les lames de sol arrivent dessus, de toute façon, il n'y a rien à sauver, donc exterminatus, on n'en parle plus. Alors après, on va nous parler aussi du Maître des Essaims, qui a été vaincu par pas n'importe qui. Alors attendez, j'ai noté le nom parce que c'était un peu difficile de s'en rappeler. Donc c'est le capitaine Rempart Letherzian Amandar Vazolen Hekatartes. Voilà. Donc comme quoi le Maître des Essaims peut être battu par un... Je suis en train de me dire, ouais, ça peut donner des indices peut-être sur les futurs datasheets qui sortiront entre le Maître des Essaims et un capitaine Rempart. Bon, un capitaine Rempart, quand même, c'est un peu... Peut-être qu'il aura fallu quelque chose d'un peu plus haut. Mais bon, voilà, en tout cas, le Maître des Essaims a été vu, donc voilà, retour évidemment des entités, mais je pense que c'est pour remettre aussi un petit peu à l'oreille et qu'on vous dise, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le Maître des Essaims. Vous voyez, tout ça, en fait, tout ce schéma de combat, c'est là pour une seule chose, c'est là pour vous mettre, en fait, mentalement, une carte, vous faire un dessin avec des caricatures en disant, vous voyez, une seule lame de sol, elle peut changer les choses. Par contre, bah, une seule lame de sol, c'est quand même difficile contre les tyrannides. Le Mechanicus, il est là pour sauver les artefacts. Vous avez certains qui vont lutter, les inquisiteurs, ils sont là pour tout casser, peu importe, etc., etc. Vous voyez, c'est pour vous refaire une sorte de résumé. Et puis, on termine avec, eh bien, ça va ressembler un petit peu à Cryptman, ce qu'il avait fait. Vous avez des planètes qui sont infestées d'orques, parce qu'il y a une WAG dessus, et tout simplement, la lame de sol ou plusieurs lames de sol viennent pour éradiquer tous les orques, pour priver en fait les tyrannides de cet afflux et de ce point de ravitaillement, évidemment, parce que les flottes russes se dirigent de monde habité en monde habité. Puis vous vous rappelez l'histoire des 1000 et des 500, et bah du coup là on reste sur 1000, et en fait ce qui se passe aussi c'est que les tyrannides consomment des ressources à avancer. On imagine que leur propulsion, etc., ça consomme de la biomasse, et que s'ils se ravitaillent pas régulièrement, et bien ils finissent par péricliter aussi. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je n'ai pas lu la suite parce que je trouve que c'est vraiment sympa, comme ça je peux imaginer des choses. Alors là pour l'instant il n'y a pas grand chose à imaginer, c'est vraiment la mise en place d'un schéma, vous voyez, surtout avec ce que je viens de terminer. Donc il n'y a plus qu'à attendre la suite, je lis la suite, et puis eh ben, je vous en refais une vidéo comme d'habitude. Soit vous me suivez sur Tipeee, ça m'aide à vivre tout simplement, ça me permet de continuer, à partager cette passion avec vous, et vous avez les vidéos directement, ou sinon il faudra attendre les semaines qui viennent. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, pensez à liker, pensez à commenter, et à vous abonner. Allez, à bientôt, salut à tous.